Bonsoir tout le monde, désolé de ces quelques minutes de retard dû à un problème technique. On a perdu la connexion ici à Darweza. Donc j'aurais aimé partager cette vidéo avec vous dans de meilleures circonstances, mais malheureusement on est là. Et cette vidéo rentre dans le cadre de notre programme de solidarité et de lutte contre ce virus. Donc je vais essayer de partager un maximum possible de vidéos et d'informations avec élèves et étudiants. N'hésitez pas à envoyer vos messages en MP. N'hésitez pas à envoyer vos questions en MP. Je serai heureux de vous répondre. Alors, je n'ai pas mon téléphone entre les mains, donc je ne pourrai pas répondre à vos interventions en live, mais j'essaierai de répondre à toutes les questions par la suite. Aujourd'hui, nous allons traiter l'un des premiers chapitres et qui représente le B de la comptabilité générale, à savoir le traitement et la comptabilisation des opérations commerciales. Alors, permettez-moi, avant de traiter ce sujet, de rappeler quelques notions de base quant à l'aspect de l'opération commerciale et principalement du principe qui lie le contrat qui lie l'acheteur à un vendeur. Et donc, il y a tout d'abord ce qu'on appelle une naissance du besoin. Donc, on a besoin de s'approvisionner. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer d'émettre un maximum possible de demandes de devis. Nous allons envoyer ces demandes de devis à différents fournisseurs. Il ne faudrait surtout pas se limiter à un seul fournisseur, mais essayer de demander à plusieurs fournisseurs en même temps pour avoir un maximum possible de cotations et essayer de choisir le fournisseur qui nous offrira et qui nous présentera la meilleure offre. Cette offre ne se limite pas à l'aspect prix, mais il faut voir des éléments très très importants, notamment la qualité du produit, les délais de livraison et les délais de paiement. Ok. Alors, une fois que la naissance du besoin est là et que nous envoyons nos demandes de devis, les fournisseurs commencent à répondre. Donc, nous sélectionnons le fournisseur le mieux adapté à notre demande et nous envoyons ce qu'on appelle un bon de commande. Il faut rappeler, il faut savoir, chers étudiants, que dans le bon de commande, il faut qu'on spécifie les quantités à commander, la qualité des produits et ainsi les délais de livraison et les délais de paiement. Ceci pourrait nous aider dans le cas où il y a un problème à tout simplement justifier au fournisseur que nous avons bien spécifié que voilà, il fallait respecter tel ou tel engagement. Alors, une fois que le fournisseur nous accepte notre demande, il la prépare et il nous la livre. Accompagné de cette livraison, il envoie généralement ce qu'on appelle un bon de livraison. Ce bon de livraison doit être conforme au produit livré, mais également au produit commandé. Donc il faut qu'on confronte notre bon de livraison à notre bon de commande. Et si les produits sont conformes à ce qu'on a commandé, on le signe. Une fois qu'il est signé, il se transforme en bon de réception. À ce niveau-là, le fournisseur envoie la facture. Encore une fois, cette facture est confrontée au bon de commande et au bon de livraison et c'est le seul document comptable qui va se transformer en enregistrement. Tout ce processus d'achat-vente, seule la facture est comptabilisée. Alors, avant de voir comment est-ce qu'on établit une facture et comment est-ce qu'elle sera comptabilisée, permettez-moi de vous rappeler des notions indispensables à la compréhension du processus débit-crédit. Donc, toute opération comptable, quelle que soit l'opération comptable, elle fera appel à au minimum deux, je dis bien deux types de flux. Nous avons dans un premier temps un flux physique. Et à l'opposé du flux physique, nous avons un flux monétaire. Lorsque je veux acheter de la marchandise, ok? L'achat de marchandises représente le flux physique. Lorsque je règle mon fournisseur, le règlement
représente le flux monétaire. Donc là, quand j'achète de la marchandise, l'achat de marchandises est un flux physique et le flux physique est entrant. Tous les flux physiques entrants seront débités. Tous les flux physiques sortants, entrants et sortants seront crédités. À l'opposé, lorsque le flux monétaire est entrant, il est débité et lorsqu'il est sortant, il est aussi crédité. Ce qui se passe, c'est que pas toutes les opérations et pas tous les flux physiques entrants ou sortants sont automatiquement transformés en flux monétaires. Ok? Dû au décalage qu'il existe à partir de ces relations client-fournisseur. Et donc, supposons que lorsque nous achetons de la marchandise, ok, décalage de règlement ou de paiement, lorsque nous achetons notre marchandise, ok, et que nous ne payons pas le fournisseur au comptant, parce qu'il nous accorde un délai, nous serons dans l'obligation de passer par un troisième type de flux que j'appelle moi flux intermédiaire. Ce type de flux peut être décomposé en client ou fournisseur. Ok? Donc lorsque j'achète de la marchandise et que je ne paye pas mon fournisseur automatiquement, au comptant, je passerai par un flux intermédiaire appelé fournisseur qui stipulera que j'ai une dette à payer envers ce fournisseur. Lorsque je vends de la marchandise et j'accorde un délai de paiement à mon client, je passerai par un flux intermédiaire appelé client pour dire attention, j'ai une créance envers ce client. Donc j'espère que cette notion de flux a été assimilée. En cas de besoin, n'hésitez pas à poser vos questions. Lorsque je vais devoir payer un loyer, j'ai un local que je loue, ok? La location est un flux physique entrant. Donc je vais débiter le compte location et créditer le compte banque une fois que j'aurai payé mon fournisseur. Lorsque j'ai un local que je loue à quelqu'un d'autre, c'est un produit pour moi. Okay? Donc le flux physique est sortant parce que le loyer n'est pas chez moi, il m'appartient, mais il est mis à disposition de quelqu'un d'autre. Mais par contre, ce client-là me paye. Donc c'est le flux monétaire qui est entrant. Et le flux physique, qui est la location, sera sortant et sera crédité. Et c'est donc un produit. Après vous avoir expliqué rapidement ces notions de flux, nous allons passer au thème de la soirée, à savoir le traitement et la comptabilisation des opérations commerciales. Qu'est-ce qu'une facture? La facture est un document comptable qui justifie une opération d'achat ou de vente. La facture comprend un certain nombre d'informations indispensables. Nous avons toujours en haut et à gauche de la facture le nom du fournisseur. Faites très attention, le fournisseur est toujours en haut. Okay? Et toute facture est datée. Toute facture a un numéro de facture. Et toute facture est destinée à un client. Nous pouvons également trouver des informations complémentaires dans la facture, à savoir le numéro de téléphone, adresse, numéro de registre de commerce, numéro de CNSS, etc., etc. Ce sont des informations complémentaires quant au fournisseur. Alors, supposons que pour une facture, nous achetons 1000 cahiers au prix de 2 € l'unité. Ok? Excusez-moi, je vais traiter l'exemple en euros parce qu'il est destiné à un certain nombre d'étudiants, principalement ceux en terminale STMG et qui suivent une formation en euros.
Ok, mais la devise ne change nullement l'interprétation et la comptabilisation des opérations. Alors, 1000 fois 2 euros l'unité, ça nous fait 2000 euros. Supposons que notre fournisseur accorde une remise de 5%. 5% de 2000 fait 100 euros. Ça me donne 1900 euros. Supposons que nous supportons des frais de port de 50 euros. Ça nous fait 1950 euros. Et la TVA, qui est la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect qui est supporté par le consommateur final et versé à l'État par l'intermédiaire des entreprises. Ok, à 20%. 1950 fois 20%, ça fait 390, soit un total de 2440 euros. Ce montant-là, les 2000 euros, le montant initial, nous l'appelons le brut. Après la remise, qui est en moins, nous l'appelons le net commercial. Après les frais de transport, c'est le net hors taxe. Et après la TVA, on appelle ça le net TTC, comme on l'appelle aussi le net à payer. Ok, dans une facture, nous avons aussi les conditions de règlement. On suppose que cette facture sera réglée sous 8 donc sous 8 jours, par exemple. Et cela, c'est pour le règlement. Maintenant que nous avons établi cette facture, et avant de passer à son enregistrement comptable, permettez-moi de vous rappeler que dans toute facture, nous avons des éléments qui viennent en moins. C'est ce que nous appelons des éléments qui viennent réduire la facture. Et nous avons des éléments en plus. Le port et la TVA en général. Ce sont des éléments qui viennent majorer la facture. Un petit rappel, la remise est une réduction financière accordée pour fidéliser le client. Lorsqu'elle fait l'objet d'une facture de droit, okay, elle est accordée pour tout simplement fidéliser le client, mais elle n'est jamais comptabilisée. Nous allons voir lors de la comptabilisation que toutes les réductions, les RRR, les rabais, remises, ristournes, faisant l'objet d'une facture de droit ne sont pas comptabilisées. Alors, la remise est une réduction financière accordée pour fidéliser le client. Le rabais est une réduction commerciale aussi, accordée lorsqu'il y a un problème par rapport à la facture, soit un retard de livraison, soit des produits non conformes, soit une quantité que j'ai commandé 1000 cahiers, 200 pages et le fournisseur n'en avait plus, il m'envoie 800 cahiers, 200 pages et pour compléter les 1000 cahiers, il m'envoie 200 cahiers supplémentaires de 400 pages. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que j'ai commandé. Donc je pourrais éventuellement lui dire que ok, j'avais une commande spécifique, vous me l'aviez fait rater. Il pourrait intervenir au cas où je serais un client régulier, etc. Donc pour rattraper son erreur, il pourrait me dire ok, donc retournez-moi les 200 cahiers que vous ne voulez pas et je vous accorde un rabais supplémentaire de 1 ou 2% par rapport à la commande que j'ai ratée ou que je n'ai pas livrée telle que vous l'avez commandée. Et le troisième type de remise, c'est les ristournes, appelés aussi sur le plan qu'on utilise généralement sur le plan professionnel, c'est les RFA, les remises de fin d'année. Les ristournes sont des réductions commerciales accordées pour inciter le client à acheter au maximum possible de chez nous et sont généralement accordées par rapport à des intervalles de chiffre d'affaires réalisés. Le fournisseur nous dit, surtout dans la grande distribution et autres, si vous atteignez un chiffre d'affaires de 10 millions de dirhams, vous allez avoir 5% supplémentaire. Entre 10 et 15 millions, vous allez avoir 6%. Entre 16 et 25, vous allez avoir 7%.
Et donc, lorsque nous avons plusieurs fournisseurs, on va voir celui qui nous accorde le plus de RFA et nous allons essayer de commander au maximum possible de chez lui afin de bénéficier de cette remise de fin d'année. Alors, à côté des remises qui viennent toujours réduire ma facture, nous avons des éléments qui viennent majorer la facture. Généralement, c'est le transport. Le port correspond au transport. Lorsque le transport n'est pas supporté par le fournisseur et donc est supporté par le client, il est facturé. Et la TVA, qui est un impôt, comme je l'ai dit, indirect, supporté par le consommateur final et versé à l'État par le biais des entreprises qui jouent le rôle d'intermédiaire. Maintenant, comment est-ce que nous allons transformer cette facture en enregistrement? Alors, supposons que le fournisseur, on va l'appeler le fournisseur alpha, et le client bêta. Alors, comment est-ce qu'on va comptabiliser? On va commencer par comptabiliser ceci chez bêta, qui est le client. Et donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut comptabiliser une facture d'achat. Parce que pour bêta, il s'agit d'une opération d'achat. Nous allons aujourd'hui comptabiliser les opérations dans ce qu'on appelle le journal, qui se présente comme ça. Nous mettons ici les numéros de compte, la date, les montants à débiter et les montants à créditer. Il faut rappeler que tout enregistrement comptable doit être équilibré, c'est-à-dire qu'il fait appel au minimum deux comptes. Un compte débité et un compte crédité. Et mon total débit doit toujours correspondre à mon total crédit. Lorsque vous avez une opération enregistrée au niveau du journal et que votre total débit ne correspond pas à votre total crédit, c'est une opération qui n'est pas juste. Pourquoi? Parce que le principe de la partie double n'est pas appliqué dans ce cas et n'est pas respecté. Toute opération doit être, tout enregistrement doit être équilibré. Mon total débit est égal à mon total crédit. Chez le client bêta, alors, il s'agit d'achat de marchandises. Elle achète de la marchandise, pas de la matière première, parce que c'est une librairie par exemple, et qu'elle va revendre ses marchandises en l'état. Donc il s'agit d'achat de marchandises. Faites attention, quand il s'agit de matière première, il faut comptabiliser ça dans un compte spécial, achat de matière première. Lorsqu'on achète, soit qu'on achète la marchandise, soit qu'on achète de la matière première. Ok, alors, le client bêta achète de la marchandise. Soit que j'ai quelques notions de comptabilité et que je sais que le compte achat de marchandises est un compte de charge, et je vais comptabiliser ça sous le compte achat de marchandises qui est un compte de charge et je sais qu'il est débité, soit que je ne sais pas encore, je n'ai pas encore assez de notions en comptabilité, et je me pose la question, lorsque j'achète de la marchandise, est-ce que la marchandise, qui est le flux physique, est-ce qu'il est entrant ou sortant? La marchandise vient chez moi, donc rentre chez moi. Les flux entrants sont débités. Donc je vais débiter le compte achat de marchandises. C'est le compte 607 pour le plan comptable français, achat de marchandises. Ok? L'achat de marchandises, je la comptabiliserai. Le compte achat, je le comptabiliserai toujours par rapport à mon net commercial. Pourquoi? Parce que la comptabilité ne prend jamais en considération les réductions. Ok? La remise. Et donc, 1900 €. Du côté du flux physique, je mettrai tout ce qui vient majorer la facture, à savoir le port sur achat, lorsqu'il est facturé, et donc c'est le compte 624, ok, et pour 50 €, et le compte 44, 566, c'est ma TVA déductible sur ABS. Il existe trois types de TVA. La TVA déductible sur ABS, la TVA déductible sur immobilisation pour les acquisitions d'immobilisation que nous allons voir ultérieurement, et la TVA collectée. TVA déductible sur ABS pour 390 €, étant donné que le flux monétaire n'est pas immédiat, parce que je ne règle pas au comptant, je règle dans 8 jours, donc je vais utiliser un compte intermédiaire. J'achète de chez qui? J'achète de chez mon fournisseur. Donc je vais créditer le compte fournisseur pour le net à payer qui est de 2440 €. Et cela signifie que tout simplement, j'ai une bêta à une dette envers son fournisseur alpha de 2440 € qu'elle va devoir payer ultérieurement. Ok. Chez Alpha.
Alors, pour Alpha, qui est le fournisseur, il s'agit d'une vente de marchandises. La marchandise sort de chez Alpha. Donc, c'est un flux physique qui est sortant. Donc, il est crédité. Je vais créditer le compte vente de marchandises. C'est le compte 707. Encore une fois, du côté du flux physique, je mettrai tout ce qui vient majorer ma facture, à savoir le port. Cette fois-ci, il est facturé et ce n'est pas une charge, c'est un produit. 7085, produit des activités annexes. Et la TVA, et cette fois-ci, elle n'est pas déductible, mais elle est collectée. Je collecte la TVA sur mes ventes et je la déduis sur mes achats et autres charges. C'est le compte 44 571. Vente de marchandises toujours par rapport à mon maître commercial, 1900. Le transport pour 50 € et la TVA collectée pour 390 €. Et finalement, je vais débiter un compte intermédiaire qui est le compte client, le compte 411, pour dire tout simplement, j'ai une créance de 2440 € envers ce client qu'il va devoir me payer. Regardez comment c'est beau, première astuce de la soirée. Regardez, par quelle lettre commence la TVA déductible? Par la lettre D. Elle est toujours débitée lorsqu'il s'agit de facture de droit. Par quelle lettre commence la TVA collectée? La lettre C. Elle est toujours créditée. Ok? Lorsqu'il s'agit d'une facture de droit. Donc, je pourrais expliquer ultérieurement les factures d'avoir. Rapidement, je vais faire un petit rappel. Une facture d'avoir subit le même traitement au niveau du corps de la facture, à l'exception des frais de port qui ne sont pas repris. Je vais expliquer cela. Alors, supposons que nous avons acheté de la marchandise, nous avons appelé Ali, le gars qui conduit la Honda pour nous livrer ses 1000 cahiers. Il y a eu une erreur au niveau de ces cahiers. Il y a eu des cahiers non conformes à la commande. Est-ce que c'est la faute à Ali? Ali a transporté les cartons qu'on lui a donnés. Donc je ne peux pas l'appeler et lui dire j'ai retourné 20% de ma commande, retourne-moi 20% de ce que je t'ai payé pour les frais de transport. C'est pas possible. Donc c'est comme ça, c'est juste pour que les élèves arrivent à retenir les choses comme ça. J'essaie de caricaturiser. Donc s'il vous plaît, lorsqu'on établira une facture d'avoir, on reprendra toutes les informations et tous les éléments qui composent une facture de droit, à l'exception des frais de port, et nous allons utiliser les mêmes comptes, sauf que nous allons les inverser. Ce qui a été débité sera crédité et ce qui a été crédité sera débité. Alors, au moment du règlement, après 8 jours, ce qui va se passer chez Beta, c'est que je vais devoir régler mon fournisseur. Nous allons solder le compte fournisseur. Il a été crédité, donc nous allons le débiter. Fournisseur Alpha pour 2440 € et nous allons créditer le compte 512 banque pour 2440 €. Et là, étant donné que notre dette a été réglée, donc le compte fournisseur a été soldé et c'est comme si finalement nous avons acheté de la marchandise que nous avons réglée. De la même manière, au-delà, après 8 jours et au moment du règlement, chez Alpha, il y aura une entrée d'argent. Donc nous allons débiter le compte 512 banque pour 2440 € et nous allons créditer le compte client parce que la créance a été réglée et n'existe plus pour 2440 €. Ok? Donc, j'espère que j'ai été assez clair par rapport à ces explications-là. Je ne veux pas me lancer dans des cours assez lents. J'espère aussi que le message sera transmis. Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions, pour vous envoyer des exercices, pour que vous m'envoyez des exercices à corriger. Cela se fera sans aucun souci. À la demande de certains élèves, et vu que les élèves de la terminale STMG sont en la veille de la préparation de leur projet, je vais passer à des chapitres un peu plus délicats qui leur sont indispensables. Le prochain cours est très important. Nous allons passer de la comptabilité générale à l'analyse financière et nous allons traiter
l'analyse de l'équilibre financier et l'analyse de la structure financière de l'entreprise. Nous allons montrer comment passer d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. Ok. Quels sont les éléments qui composent le bilan fonctionnel, qu'est-ce que c'est qu'un bilan fonctionnel et à quoi sert un bilan fonctionnel. Nous allons aussi expliquer comment retrouver et calculer l'équilibre financier à travers le calcul du fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et de la trésorerie nette. Et je vais expliquer et mettre en évidence les 6 situations possibles et comment analyser chaque situation, que ce soit au niveau de l'augmentation de mon fonds de roulement pour passer d'une trésorerie négative à une trésorerie positive, ou comment éventuellement réduire mon besoin en fonds de roulement pour améliorer ma trésorerie. Je vous souhaite bonne chance. Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, mais cela ne signifie pas qu'on va rester chez soi pour regarder des films ou pour recevoir nos amis. Bien au contraire, il va falloir travailler parce que nous avons besoin de vous. Le Maroc a besoin de vous et le monde a besoin de vous. Bonne chance à vous, chers étudiants, et à très vite.